Merci beaucoup, Patrick. Merci tout le monde d'être là. Je sais qu'il se fait tard un peu, vos estomacs doivent commencer à gargouiller un petit peu, alors je vais implorer votre patience et votre écoute. Je salue tous les élus présents, élus et ex-élus. Je vais procéder sans plus tarder. Alors c'est ça, donc de 2012 à 2014, j'ai été le ministre responsable de la charte de la laïcité dans le gouvernement du Québec. Ça a été un combat extrêmement difficile. D'abord parce que nous étions à la tête d'un gouvernement minoritaire, donc un gouvernement qui peut tomber à tout moment. Et vous comprendrez que pour mener un débat sur la laïcité quand on est minoritaire, c'est un jeu ou un pari à haut risque. C'est un pari à haut risque. Mais c'était, et ça reste à mon avis, une bataille absolument nécessaire, dont je suis fier d'avoir été le responsable ministériel. Et c'est une bataille que j'ai l'intention de continuer à mener pour le reste de ma carrière politique. Je vous raconte rapidement. Dans les faits, cette bataille-là tient ses origines dans ce qu'on a appelé la crise des accommodements au Québec. La crise des accommodements, c'est une série d'accommodements donc qui ont commencé à être publicisés, à être révélés, dévoilés, divulgués publiquement dans les années autour de 2005, 2006, 2007. C'est une série d'accommodements, dans le fond, qui étaient demandés à des institutions publiques, des écoles, services publics, hôpitaux, au nom de la religion. Et je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas que d'une religion. Dans certains cas, les accommodements étaient demandés par des membres de la communauté juive, orthodoxe. Dans d'autres cas, il s'agissait de la communauté musulmane. Dans le cas des congés religieux, demandés au nom de la religion dans les écoles, donc demandés par des enseignants, par exemple, il s'agissait de personnes qui pouvaient demander un congé religieux au nom de la religion juive, au nom de la religion musulmane, au nom de la religion adventiste, au nom des témoins de... enfin, à titre de témoins de Jéhovah. Donc, tous ces accommodements, dans le fond, posaient l'un après l'autre la question de la neutralité de l'État, de la neutralité des services publics de l'État. Est-ce que, par exemple, l'État doit accéder à la demande d'un homme qui ne souhaite pas passer l'examen du permis de conduire avec une femme? Est-ce qu'il a le droit de demander de passer son examen seulement avec un homme? Est-ce qu'un homme a le droit de se présenter à l'hôpital et dire « Je refuse d'être soigné par une femme médecin ou une femme infirmière » ? Est-ce que nous devons accepter qu'une femme policière se fasse suggérer poliment si jamais quelqu'un lui demande de céder sa place à un homme policier? Est-ce que nous devons accepter ça? Est-ce que nous devons accepter qu'elle ne puisse pas coller la contravention qu'il mérite, mais qu'elle fasse plutôt appel à un homme policier pour qu'il la fasse à sa place, parce qu'elle est une femme policière? Est-ce qu'on doit accepter qu'une jeune fille à la maternelle ne puisse pas écouter de la musique parce que, soi-disant, sa religion l'interdit? Alors on lui place, dis-je bien, un casque anti-bruit sur les oreilles pour pas qu'elle écoute la musique. Alors, ce sont des cas d'accommodement que nous avons vécu. Un autre cas qui a fait grand bruit. Est-ce qu'on doit changer les fenêtres d'un YMCA et les remplacer par des fenêtres givrées parce qu'on voit des femmes faire du conditionnement physique? Bon, dans ce cas-ci, il ne s'agit pas d'une institution publique. Mais le fait que le YMCA ait accédé à la demande, qu'il ait remplacé les fenêtres transparentes par des fenêtres givrées pour cacher le corps des femmes qui s'adonnaient, oh mon Dieu, à l'exercice physique, démontre bien le besoin d'un cadre
hein, le besoin de mettre en place des balises, des règles claires. Et c'est précisément ce que proposait la charte de la laïcité ou charte des valeurs dont j'ai été le responsable, que j'ai déposé. Alors je tiens à préciser tout de suite, au Québec, le mot charte a valeur de loi. Enfin, la charte que j'ai déposée avait valeur de loi, et je vous dirais même le fait qu'on l'ait qualifiée de charte, ou qu'on lui ait donné l'appellation charte, signifie même qu'elle a une qualité, je dirais, qu'elle devient une sorte de super-loi, en fait. On a la Charte des droits et libertés, on a la Charte de la langue française, et là, on a déposé la Charte de la laïcité ou Charte des valeurs. C'était une façon, en fait, de signifier l'importance du texte. Et donc, elle consistait à mettre en place un certain nombre de balises en matière de demande d'accommodement, pour s'assurer notamment que toute demande d'accommodement qui remette en question l'égalité entre les hommes et les femmes soit refusée illico. Donc, on inscrivait dans la loi et dans nos institutions le fait que l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est une valeur fondamentale absolument non négociable. Sous aucun prétexte. Puis il y avait évidemment d'autres balises qui prévoyaient, par exemple, que si une demande d'accommodement remettant en question le fonctionnement d'une institution, empiétait sur les droits de quelqu'un d'autre, posait un problème de sécurité, entraînait un coût trop important, en fait, en vertu d'un certain nombre de règles, une demande d'accommodement donc pouvait être refusée. Évidemment, en posant la question des accommodements, je vous l'ai dit tout à l'heure, on posait également la question de la neutralité des institutions publiques, donc la neutralité de l'État, bref, posait la question de la laïcité. Et donc, dans cette charte-là, nous avons non seulement prévu un certain nombre de balises, mais nous avons voulu également inscrire formellement dans les lois québécoises et dans les institutions québécoises le principe de la laïcité et de la neutralité de l'État québécois. Alors, petite parenthèse, le Québec a été une société très, très, très catholique dès ses origines, dès sa colonisation, dès sa fondation par la France. Nous sommes restés une société très, très catholique pendant une bonne partie de notre histoire, mais au tournant des années 60, on a vécu ce qui s'est appelé la Révolution tranquille. Et c'est le moment où le Québec a décidé de séparer l'État de l'Église catholique, et protestante également, mais surtout catholique. Plus de 80-85% de sa population étant catholique à ce moment-là. Donc, au début des années 60, on décide que l'État ne peut pas être influencé de quelque façon que ce soit par la religion catholique. Donc, on décide à ce moment-là de créer un système scolaire public. On décide que les hôpitaux seront dirigés dorénavant par l'État et non plus par les communautés religieuses. Bref, on fait un choix de laïciser notre État au début des années 1960, mais sans jamais l'inscrire quelque part dans la loi, sans jamais formaliser ce choix. Alors, quand arrive la crise des accommodements, 2005-2006, se trouve d'une certaine façon posée à nouveau la question du rapport entre l'État québécois et le religieux. Et la question qu'on croyait avoir réglée d'une certaine façon en 1960, en séparant l'État québécois de l'Église catholique, se trouve à nouveau posée par les demandes d'accommodement en provenance d'autres communautés religieuses. Et donc, lorsque je dépose la charte, c'est le moment de dire, bon, très bien, on va mettre des balises, on va mettre un cadre, mais on va aussi inscrire formellement, solennellement, une fois pour toutes, dans les lois, dans les institutions, que l'État québécois est laïque et neutre. Et donc, nous allons, à travers cette déclaration, cette affirmation de laïcité, de neutralité, mettre en place des règles également pour ceux et celles qui travaillent au sein de ces institutions. Et donc, je fais la proposition dans la charte d'interdire le port des signes religieux ostentatoires dans toutes les institutions publiques du Québec. Je parle des écoles publiques, je parle des hôpitaux, je parle des ministères, je parle des municipalités,
Je parle des universités et des cégeps, qui est le niveau qui précède les universités. Je parle des garderies. Les services de garde, dès qu'ils sont financés par les fonds publics, étaient assujettis à l'interdiction de porter des signes religieux ostentatoires, y compris les garderies privées subventionnées. Et bien entendu, les agents contraignants, les policiers, les juges, les agents de détention, tous ceux et celles qui, d'une façon ou d'une autre, travaillent pour le public, dans le service public, incarnent l'État, défini au sens très large, vous l'aurez compris, doivent, à ce moment-là, incarner la neutralité de l'État dans leur apparence, dans l'image qu'ils projettent pour l'autre, et donc, pendant les heures de travail, je propose que le port de signes religieux ostentatoires soit interdit. Distinction importante à faire avec la France, il n'a jamais été question d'interdire le port des signes religieux pour les usagers, pour les élèves par exemple, jamais il n'a été question de ça chez nous, à l'exception suivante, le visage à découvert. Alors dans la charte toujours, moi j'ai dit, si tu fais affaire avec l'État, tu dois le faire à visage à découvert. C'était la seule mesure qui touchait, je dirais, les usagers. Pour tout le reste, la charte ne concernait que les agents publics. J'ajoute tout de même, les règles devant encadrer les demandes d'accommodement ne s'appliquaient pas seulement aux institutions publiques, là, attention. En d'autres mots, si quelqu'un demandait, par exemple, un congé religieux alors qu'il travaillait pour une entreprise privée, les règles en matière d'accommodement s'appliquaient également à cette demande-là. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les demandes d'accommodement, peu importe d'où elles provenaient, qu'elles s'adressent à une école, à un hôpital, ou à une entreprise ou à un organisme communautaire, toutes ces demandes étaient assujetties quand même à la règle d'équité, là, aux règles d'équité. Alors, j'aurais fait cette parenthèse, donc, c'est important que vous le sachiez, il n'a jamais été question de dire on va interdire le port des signes religieux pour les élèves dans les classes. C'était vraiment les agents d'État. Bon. Ça a été une bataille extrêmement rude parce que la vaste majorité des commentateurs médiatiques, chroniqueurs, éditorialistes, étaient contre la laïcité, étaient contre la charte, à plus de 80%. Soir et matin, dans les journaux, les radios, les télés, c'était le matraquage. Pendant les premières semaines après que j'ai déposé la charte, ça a été intense. Vraiment. On a essayé de me faire passer pour tout ce que vous pouvez vous imaginer, là, c'est-à-dire intolérant, intransigeant, xénophobe, islamophobe, raciste, tout y est passé. Mais on a quand même, moi j'ai tenu le coup. J'ai tenu le coup, c'est-à-dire que j'ai jamais refusé une demande d'entrevue pour aller expliquer le projet, pour aller dire la laïcité. C'est l'égalité, la laïcité. C'est l'État qui dit à tous ses citoyens, peu importe ta croyance, peu importe ta provenance, je te dois le respect. La laïcité, c'est la gardienne de la diversité des croyances, de la diversité des non-croyances, de la diversité des religions, de la diversité des provenances même. La diversité, c'est la condition d'égalité, c'est la condition de liberté, de religion, de croyance, de conscience. Et à force de répéter ce message, et de dire, on ne le fait pas contre personne, ça s'inscrit dans le prolongement d'un choix historique qu'on a fait au début des années 60, en se séparant de l'Église catholique, en séparant nos institutions publiques de l'Église catholique, à force de répéter ce message, savez-vous quoi? Malgré les critiques, malgré les attaques constantes, quotidiennes contre le projet, la majorité des citoyens, eux, ont appuyé, ont adhéré, d'un bout à l'autre du débat. Heureusement qu'ils étaient là. Heureusement qu'ils étaient là. Alors, mon rapport de force dans un gouvernement minoritaire, c'était l'appui citoyen. Et on a fait un bon bout comme ça. Là, je
vois que le temps file. On a fait un bon bout comme ça. Malheureusement, notre situation politique nous a rattrapés à un moment donné. Il a fallu... on est allé en élection. On a déclenché des élections. On était convaincus qu'on allait se faire battre au Parlement sur le budget. Avec le recul, on n'aurait pas dû aller en élection, mais qu'est-ce que vous voulez? L'histoire étant l'histoire, on ne peut pas la réécrire. Alors, on est allé en élection et malheureusement, on a perdu. Et on a perdu sur la question de l'indépendance, essentiellement. Sur la question du référendum, en fait. Est-ce qu'il y aura un référendum sur l'indépendance ou pas si on vous réélit? Parce que, vous savez, le Parti québécois est un parti indépendantiste, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, bref, on perd l'élection, et là, après l'élection, mes chers amis, ceux qui n'avaient pas pu gagner le débat sur le fond des choses pendant le débat sur la laïcité se sont repris. Ils ont essayé de faire porter la responsabilité de la défaite sur la charte. Ils ont essayé de dire que c'est à cause de la laïcité, de la charte de la laïcité, que nous avions perdu l'élection. Et votre humble serviteur, évidemment, a été le principal responsable de cette défaite. Alors, pendant des mois de temps, j'ai recommencé à manger la volée. Et évidemment, j'avais le choix, là, où je l'assumais, la charte, où j'assumais la laïcité, où je rentrais dans mes terres, puis je décidais d'y renoncer. Puis franchement, j'avais pas tellement le goût de renoncer, je voyais pas comment ça pouvait avoir été à ce point important pendant 18 mois, et tout d'un coup que ça devienne secondaire, ou bon, bref, j'ai décidé de l'assumer, cette charte-là, et donc je suis retourné au combat pour la défendre et dire, tant que ce ne sera pas réglé, ce sera quelque chose qu'il faudra régler. Cette question-là, la question de la laïcité, la question de la neutralité des institutions d'État, c'est une question à laquelle toutes les grandes démocraties sont confrontées présentement. On ne va pas faire les couillons, puis refuser de faire face à cette question-là et surtout refuser d'y apporter une réponse. Bon. Alors, j'ai recommencé, j'étais pas mal tout seul, je dois vous dire, la solidarité ministérielle avait comme foutu le camp. Mais j'ai continué à me battre pour cette idée de laïcité, parce que j'y crois profondément. Moi, je pense qu'on a besoin de ça si on veut construire des sociétés de plus en plus multiethniques et multireligieuses, si on veut les construire avec une base commune, sur une fondation commune, si on veut construire une citoyenneté qui est respectueuse de la diversité, ça prend la laïcité. Citoyenneté construite dans la diversité, dans le respect de la diversité, doit se construire sur la laïcité, sur le respect de tous et chacun, peu importe nos croyances et nos provenances. Puis je pense qu'à terme, la laïcité va devenir un facteur de cohésion, d'unité, de rassemblement, justement. Mais il faut accepter de mener la bataille maintenant. Et ne pas céder constamment, reculer constamment et se sentir coupable de tout. On n'a pas à se sentir coupable de quoi que ce soit. On se bat pour la liberté de conscience, de religion, d'opinion. On se bat pour l'égalité de tous et chacun, pour la diversité des croyances, des provenances. C'est extraordinaire cette bataille-là. C'est une bataille de notre temps. Il faut la mener et il faut la gagner. Alors là, imaginez-vous donc que sont arrivés des attentats terroristes à Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec, par la suite au Parlement d'Ottawa, au Parlement du Canada. Parlement du Canada. Et là, tout d'un coup, la question du religieux qui refait surface dans sa forme la plus extrême, dans sa forme violente, terroriste, bien entendu. Mais là, la question du terrorisme, même si elle ne pose pas la question de la laïcité directement, elle pose tout de même la question du fondamentalisme. Hein? Elle pose la question des conditions qui mènent à une action comme celle de vouloir tuer quelqu'un au nom de ta religion, ou au nom de tes convictions, au nom de ta folie aussi, il faut bien dire. Mais bref, ces actions-là ont comme ramené de l'avant toute la question du fondamentalisme et des conditions qui amènent quelqu'un à poser des gestes comme ça.
Et là est arrivé Charlie Hebdo. Et Charlie Hebdo, je vous dirais, a comme réinstallé au centre du débat public québécois toute la question de la laïcité. Parce que les gens de Charlie Hebdo se battaient pour la laïcité. Je fais remarquer d'ailleurs qu'au Québec, tous les journaux ont publié les caricatures de Charlie Hebdo, alors qu'à l'extérieur du Québec, personne ne les a publiées, ou enfin, la majorité ne l'ont pas fait. Déjà, vous voyez là qu'il y a quelque chose. Et donc, Charlie Hebdo, d'une certaine façon, a ramené la question aussi de la laïcité, la question de l'intégrisme également. Moi, pendant tout le débat, les gens essayaient de me dire « Oui, mais la laïcité, ça va nous permettre de lutter contre le terrorisme. » Et tout ça, je leur disais toujours « Non, c'est deux choses différentes. Quand tu es rendu au point où tu veux tuer quelqu'un au nom de tes idées, peu importe la loi, peu importe les institutions, je veux dire, là, c'est le travail des policiers, c'est le travail des forces de sécurité de s'occuper de toi. Quand tu es tombé dans le terrorisme, là, quand tu es rendu là... Mais par contre, ce que je disais, c'est que la laïcité, c'était un rempart contre l'intégrisme. C'était le meilleur rempart que nous pouvions nous donner contre l'intégrisme. Pourquoi? Parce que les intégristes carburent aux demandes d'accommodement, ils veulent créer des exceptions puis les transformer en normes. Les intégristes, de façon générale, sont contre l'égalité entre les hommes et les femmes. La laïcité affirme l'égalité de tous, et en particulier, je pense qu'elle doit le faire de plus en plus, l'égalité entre les hommes et les femmes. La laïcité dit l'État est neutre au nom du respect de tous. L'intégriste veut imposer la loi de Dieu à l'État, sa religion à l'État. Alors la laïcité devient à ce moment-là une sorte de rempart, une sorte de mur devant l'intégrisme, devant les intégristes, peu importe la religion, encore une fois. Alors, ce débat-là continue. Moi, je suis maintenant candidat à la succession de Mme Marois comme chef du Parti québécois. Je suis un candidat qui défend l'idée d'indépendance du Québec, qui défend la social-démocratie et qui défend la défense de nos valeurs communes, au premier chef la laïcité. Donc, je continue à mener ce combat-là. Évidemment, je suis avec beaucoup d'intérêt tout ce qui se passe ici en France. C'est très... Comment dire? C'est très intéressant de voir ce qui se passe chez vous. Ça m'éclaire, ça m'informe, ça m'instruit. Je me rends compte à vous écouter que ce qu'on pourrait prendre pour acquis ne l'est pas acquis. Moi, quand on regarde de l'extérieur la France, on a l'impression que la question de la laïcité est réglée, que c'est une valeur républicaine qui fait partie de votre histoire depuis si longtemps. On se dit, ben, c'est réglé chez eux, heureusement c'est réglé chez eux. Mais je me rends compte que rien n'est jamais réglé et que, ben ça je le savais déjà, mais je me rends compte que la laïcité en particulier ne l'est toujours pas réglée, cette question-là. Alors je suis avec vous en espérant que vous êtes avec nous. Évidemment, nous on a des circonstances un peu particulières, on vit en Amérique du Nord, je dirais dans une culture politique qui affirme, qui valorise au-dessus de toute autre chose le droit individuel, la liberté individuelle. Alors de défendre l'idée que la vie en société, c'est un équilibre entre les droits et les libertés individuelles et les responsabilités qui viennent avec ces droits, de défendre l'idée qu'il y a, oui, des droits et des libertés individuelles, il faut les protéger, mais il y a également cette idée que nous formons une société, que nous faisons partie d'une collectivité, que nous sommes une nation, et que cette nation-là doit s'appuyer sur des fondations communes qui transcendent les particularités individuelles de tous et chacun pour affirmer un certain nombre de valeurs communes qui sont notre ciment. Cette idée, donc, ça prend une table autour de laquelle on se retrouve tous.
Ça prend une table autour de laquelle on se retrouve tous, citoyens de toutes les origines, mais tous égaux dans notre citoyenneté. C'est ça la laïcité, les amis. Alors, merci pour votre écoute attentive. Ça a été un plaisir de venir vous voir. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Je remercie Patrick de son invitation.